Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fauveau pour une émission, là. Écoute, quand tu changes l'ordre de ton émission, c'est parce qu'il y a des affaires intéressantes d'entrée de jeu. On va en parler au cours des prochains instants. On va revenir aussi sur la dernière semaine du côté du CF Montréal et on répondra à vos questions. Vous en avez posé plusieurs très intéressantes cette semaine. Donc, allons-y. Perdons pas de temps, les gars. On va commencer avec notre segment Non, pas à domicile, en temps additionnel, parce que Sid, Karim est de retour. Oui, effectivement, c'est la grosse nouvelle pour la France, je te dirais, qui a même éclipsé l'ouverture des terrasses euh, suite à la fin du confinement. Mais c'est assez impressionnant de voir l'engouement que ça a pu générer, le retour de Karim Benzema et la liste de Didier Deschamps qui aurait été peut-être un exercice assez anecdotique, mais la présence de Benzema après 5 ans et demi d'absence, octobre 2015, sa dernière présence en équipe de France, d'ailleurs c'était un doublé, c'était une belle présence. Puis après une longue traversée du désert, qui a eu plusieurs épisodes, plusieurs moments clés dans cette longue traversée du désert, qui se conclut aujourd'hui. Et même l'impression, lorsqu'on voit les conférences de presse de Didier Deschamps, et que il y a encore beaucoup à apprendre, et que la première fois qu'on mettra aussi un micro sous la bouche de Karim Benzema à Clairefontaine, ben, on en apprendra encore. Il y a beaucoup, avant même que le terrain aussi nous démontre aussi beaucoup de choses. La vraie question, le Sid, avant de parler à Jean, parce que je veux vraiment entendre ce qu'il a à dire là-dessus. Sid, sur une échelle de 1 à la face que tu as faite quand je t'ai annoncé dans les bureaux de RDS que Thierry Henry devenait coach de l'Impact à l'époque, ta face quand tu as vu que Benzema revenait en équipe nationale, là, elle était où? Ah, elle n'était pas aussi étonnée parce que les planètes se sont beaucoup alignées durant les derniers temps pour Karim Benzema, et je te dirais que c'est pas si surprenant, c'est que qu'il fasse son retour. J'ai douté au dernier rassemblement des Bleus, pour être parfaitement Hmm. honnête. Moi, j'étais convaincu qu'au dernier rassemblement des Bleus, il serait là, parce que déjà là, donc, comme beaucoup de signes avant-coureurs, donc là c'était vraiment un doute. Mais avec le recul, peut-être que je pense qu'il fallait évacuer tout ça, et que de le prendre uniquement pour la compétition, c'est pas non plus un choix illogique. Jean, je voudrais aussi avoir tes commentaires et tes impressions là-dessus et peut-être aussi ce que tu penses que ça va demander à un gars, écoute, il est sur quoi, là, 22 buts en 33 matchs cette année en Liga espagnole. Je veux dire, sportivement, là, et surtout d'un point de vue statistique, parce que les attaquants, tu les juges beaucoup comme ça, il n'y aurait même pas de question à se poser. La question, le dossier est beaucoup plus complexe, mais tu penses que ça va demander quoi à Karim Benzema dans le contrôle des émotions puis dans la préparation mentale avant de jouer l'Euro? Je crois que d'abord, la décision de l'amener et de l'appeler comme ça, oui, comme dit Sid, elle était préparée et je dis même que le timing était préparé, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de l'appeler il y a 4 mois ou 5 mois, même au moment des quelques matchs éliminatoires de Coupe du Monde. C'était vraiment, on le fait, et si on le fait, c'est au dernier moment et bam, on y va. Pour Benzema, je pense que la question, ça va être de rentrer et d'assumer complètement, parce qu'on voit l'écho que ça a depuis 48 heures, en particulier au sein des autres joueurs appelés. On voit l'écho que ça a. Et c'est clair que Benzema arrive et qu'il y a plein de joueurs qui le regardent comme le grand frère, comme un mentor, comme l'idole, comme l'idéal, comme le gars vers lequel tout le monde va se tourner. Donc, il faut qu'il soit capable d'assumer ça. Il le fait en partie au Real, mais c'est un contexte qui est complètement différent. Ah ouais. Celui de l'équipe de France est lui-même en soi vraiment unique. Il rentre dans une équipe qui est quand même championne du monde. Il a été sans lui. Euh, c'est pas évident. Deschamps l'a dit. Deschamps a dit très clairement, j'ai pris la décision. Soyez certain que cette décision-là, elle a été prise après avoir consulté le groupe. Parce qu'il y a eu, par exemple, quelques mots, je pense à une déclaration vis-à-vis d'Olivier Giroud, par exemple, qui n'a pas été très claire. En tout cas, si, elle était très claire, mais qui n'est pas trop bien passée, où comparé Benzema se comparer à une Formule 1, comparé à un kart par rapport à Giroud.
Ça, il fallait que ce genre de choses-là soit complètement évacué et être sûr que l'arrivée de Benzema n'allait pas créer une vague dans le groupe. À première vue, non, tout le monde suit. Donc c'est à Benzema maintenant de rentrer dedans et puis d'assumer avec tous les corollaires. C'est-à-dire, quand tu veux assumer, il ne faut pas non plus que tu sois la personne qui focalise tout continuellement. Ce n'est pas toi qui va non plus débloquer complètement les choses régulièrement à toi tout seul. Que souvent, des gars qui arrivent dans ces conditions-là ont tendance à penser, ont tendance à dire eh, j'ai la responsabilité de, donc je dois faire ceci, cela. Donc c'est bien rentrer dans un certain système de jeu qui sont relativement définis parce que tu as un système d'attaque qui est très, très pointu de la part de Deschamps, hein, parce que tu vas avoir Mbappé, tu vas avoir très certainement Griezmann, derrière, tu vas avoir, juste derrière eux, tu vas avoir Pogba, donc c'est vraiment un système de jeu. Est-ce que Benzema peut rentrer dedans? Je pense que oui, complètement, et mais ça, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Donc voilà, c'est assumer d'abord ce rôle, non pas de sauveur, mais de mentor, et d'être capable d'amener cette équipe-là à plus aussi d'efficacité devant, parce qu'il y a un problème majeur qui a été très net, et en particulier sur les matchs de qualification Coupe du Monde, les matchs de compétition qui comptent vraiment, c'est qu'offensivement, il y a du talent, mais ça ne se concrétise pas par des buts, d'où des points perdus bêtement contre l'Ukraine, par exemple. Juste un dernier court commentaire, peut-être, Sid. Tout ce que Jean vient de dire là, tu entres quelqu'un dans notre conversation qui ne connaît pas le contexte et toute l'histoire avec Mathieu Valbuena, tu te dis, OK, mais c'est quoi le deal, là? Comment ça, ce gars-là est à garder à l'écart? Bon, il y a eu l'histoire avec Valbuena, il y a une présence en cours qui s'en vient, je pense, au mois d'octobre, à la fin de l'année. Mais Jean parlait de vague tout à l'heure. Il ne fallait pas en faire dans le vestiaire, mais as-tu l'impression que la vague de discussion sur l'inclusion, le racisme, toutes les causes sociales au cours de la dernière année, peut-être des 2 dernières années, il y en a eu en France comme il y en a eu ici ou aux États-Unis. Penses-tu que ça a été un facteur ou Didier Deschamps, lui, il se dit non, je regarde l'euro, le terrain, mon groupe, et ce qu'on est capable de faire pour aller chercher l'euro, that's it? Oui, that's it. Et aussi la longévité, je veux dire, ça fait c'est une histoire qui traîne, mais le climat autour de l'équipe de France n'est pas le même. Si on veut vraiment faire un historique de contexte, je pense que le point de fracture, c'est évidemment Naïsna en 2010, où Benzema n'y est pas, il faut quand même le rappeler. Mais en 2012, ça se passe très très mal avec les inclusions que fait Laurent Blanc de Nasri, Ben Arfa, Benzema, et ça continue à nuire à cette image de l'équipe de France. Et donc, quand on donne à Didier Deschamps le mandat de reprendre l'équipe de France, c'est de la reprendre et la remettre vraiment dans son piédestal. L'équipe de France, c'est le Saint Graal, c'est vraiment la chose sur laquelle tous les Français sont d'accord et se rallient. Et la mission de Didier Deschamps, c'est ça. Et il le fait avec Karim Benzema, qui a été un de ses hommes de base durant plusieurs années, notamment à la Coupe du Monde 2014, où il fait partie de ça. Sachant que juste pendant toutes les qualifications de l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2014, la fracture est encore présente entre l'équipe de France et son public. C'est véritablement le match contre l'Ukraine et justement l'aller-retour, enfin le barrage avec Benzema qui marque le but, Sakho qui marque le but, qui fait que la communion prend. Ça y est, l'équipe de France redevient l'équipe des Français, la communion prend. 2014, ça se passe plutôt bien, car Benzema est l'un des meilleurs joueurs de la compétition, éliminé par l'Allemagne, il n'y a rien d'honteux à ça. Mais en 2015, lorsqu'il dérape et qu'on a les relents de tout ce qui posait problème dans les 5 dernières années, Didier Deschamps prend la décision de s'en passer, parce que l'institution France est au-dessus de tout. Ensuite, les résultats plaident dans sa faveur, il est dans une position de force, il est institutionnellement appuyé aussi peut-être un peu mis sous pression pour ne pas reprendre un Karim Benzema. Mais là, je parle d'une situation qui dure depuis 6 ans, tout en sachant que de son côté, Karim Benzema a su dans les 2 dernières années, sportivement, porter le Real Madrid, parce que sportivement, le Real Madrid n'existe pas offensivement sans Karim Benzema, parce que Gareth Bale, Cristiano Ronaldo et Hazard, pour toutes sortes de différentes raisons, n'ont pas réussi à apporter quelque chose offensivement au Real. Bon, Ronaldo, il est parti, donc. Mais c'est la mutation offensive de Benzema en tant que leader dominant qui permet aussi cette rencontre des planètes. Et l'Euro se passe l'an dernier, pas certain qu'il soit dans la liste. Donc il y a toutes sortes de choses qui se sont mises en place avec la grosse étape, on n'en a pas parlé, mais ils se sont parlé.
Et chose qui était complètement surréaliste depuis ces dernières années, c'est qu'ils se parlaient au travers d'entrevues interposées, au travers de documentaires, au travers de toutes sortes de médiums, mais les deux hommes ne se sont jamais parlé. C'est chose qui a été faite il y a quelques mois et qui a permis justement cette réconciliation à ce résultat. Jean a apporté un point très intéressant, et je vais conclure sur ça. L'équipe de France, si elle tournait bien offensivement, c'est pas certain non plus que Karim Benzema serait du groupe. Il y a un véritable problème. C'est une équipe qui n'a pas progressé, alors que généralement les équipes qui sont vainqueurs progressent. Je vous invite à regarder le Portugal, par exemple. Le Portugal post-Euro 2016 et post-Ligue des Nations. Et il y a des progressions, chose qu'on n'a pas vu en équipe de France. Et j'ose même dire qu'il y a eu une régression dans les niveaux de jeu en équipe de France. Et tout ça fait partie, comme des étoiles, des planètes dont je parle. Tout ça permet à Karim Benzema de faire son retour en équipe de France. Un retour qui se fait un peu, au fond, les gars, par défaut, mais il y a des options par défaut dans la vie qui sont pas mal moins intéressantes que Karim Benzema. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner à l'Euro. Rapidement, Jean, avant qu'on passe au dossier juste Harry Kane, un dernier petit point. Oui, un dernier petit point totalement d'accord avec Sid. Juste pour, là aussi, être encore plus pointu sur le contexte. Dans son groupe de l'Euro, la France joue le Portugal et l'Allemagne. Énorme, c'est monstrueux. Tu es dans la position de Didier Deschamps, tu as un joueur qui réussit actuellement comme Benzema, tu te plantes, parce que c'est tout à fait possible, tu te plantes au premier tour derrière le Portugal, l'Allemagne par exemple, t'es mort. Tu n'as pas pris Benzema, t'es mort parce que tout le débat va être là-dessus. Donc, c'est no-win pour Deschamps de ne pas aller avec lui et de rester dans son isolement, je dirais, vis-à-vis du problème Benzema. Donc, il y avait comme dit Sid, il y a un alignement d'événements qui font que l'intégration de Benzema, le retour de Benzema dans le groupe, s'imposait, en tout cas, il s'imposait à Deschamps de prendre une décision. Et Jean, pendant que Karim Benzema revient au bercail, à quelque part, du côté de Tottenham, j'ai glissé son mot dans notre conversation il y a quelques instants. Il y en a un qui veut s'en aller, Harry Kane, qui a demandé un transfert et qui dit, quand même lourd ça, c'est pas Daniel Levy qui va décider de mon futur, c'est moi. En fait, ce qui se passe, c'est que Kane a clairement indiqué qu'il était temps de partir. C'est pas nouveau, ça date de l'année dernière, où il a annoncé qu'il était frustré du manque d'ambition du club, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau qui était énorme, puisqu'ils étaient revenus vraiment dans un groupe de tête en Angleterre, avec un groupe qui était séduisant. Quand on les a vus arriver tous, là, lui, Dele Alli, Eriksen, ensuite Son Heung-min, il y avait quelque chose de frais, il y avait quelque chose de plaisant à voir, de super agréable, mais ça a plafonné complètement et il n'y a rien eu. On va même dire, parce qu'on mentionnait aussi, que ça a régressé clairement, que Pochettino a été le premier à payer pour une situation dont il n'était pas totalement responsable non plus, qui était le manque de volonté d'aller d'investir fort dans un certain nombre de domaines de la part du président Daniel Levy. Et puis le remplacement par José Mourinho, qui n'a sans doute pas aidé énormément les choses. Et on a vu une équipe qui ne progressait pas du tout, qui régressait même carrément, et qui petit à petit était en train de... Tout ce noyau, tout ce groupe qui semblait lié, qui semblait uni, est en train de se délier complètement. Pour en revenir à Kane, il dit, ça suffit maintenant. Moi, il est temps, personnellement, pour ma carrière, que j'aille voir ailleurs, que je tente autre chose. Simplement, il a re-signé un contrat. En 2018, il a signé un contrat pour 6 ans. Ce qui fait que la barre, elle est haute. Hein. Je pense que c'est 200 millions de dollars à peu près, ou un petit peu plus même, pour s'acheter Harry Kane. Donc, c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Et au bout du compte, pour l'instant, c'est Daniel Levy qui va avoir la décision, puisque le joueur est sous contrat. Il n'est pas dans la dernière année non plus. Donc, il va y avoir une sorte de bras de fer. Est-ce que Kane va aller jusqu'à poser officiellement une demande de transfert? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de mettre en place des mécanismes pour tenter de partir? Ou est-ce qu'il va être tenu par la position de Daniel Levy qui a l'air de dire moi, il n'en est pas question? Voilà, là, tout est en place pour ce bras de fer. L'idée est d'essayer de le régler avant le début de l'Euro, mais je ne vois pas comment ça va se faire.
Non, parce que ça vient vraiment vite. Puis ce qui est inquiétant d'une perspective des supporters de Tottenham, Sid, c'est que Harry Kane dit: je veux m'en aller parce que moi, mon objectif, c'est de gagner des trophées année après année. Le message que tu es en train d'envoyer à Tottenham, c'est: on n'est pas sur cette voie-là. Pourtant, tu as eu le stade, tu avais l'impression qu'on était tout près de s'installer au sommet, tout près du haut de cette Premier League-là pour gagner des tournois, s'installer en Champions League aussi. Maintenant, City est intéressé à ses services. En fait, ça, les clubs que je nomme, là, c'est ceux qui auraient contacté les représentants de Harry Kane pour démontrer leur intérêt. Tu as City, tu as United, tu as Chelsea. Il y a l'argent que tu dois dépenser. Ces trois clubs-là auraient probablement l'argent pour le faire. Est-ce que tu le vois débarquer, Sid, dans un de ces trois clubs-là ou tu le vois partir ailleurs, au Real, par exemple? J'aurais vraiment cru qu'il serait parti au Real, et, notamment parce que je crois que en termes de profil, c'était une distinction qui faisait du sens, mais il a eu une déclaration qui m'a vraiment grandement surpris, c'est qu'il souhaite rester en Angleterre. Donc à partir du moment où il souhaite rester en Angleterre, il n'y a pas non plus beaucoup de candidats. On va réduire à ça au Big Six, sachant qu'il n'ira pas à Arsenal. C'est clair que on a ces trois clubs-là qui seraient tout de suite des prétendants au titre, ils le sont toujours, mais qui seraient tout de suite les favoris en cas de signature d'Harry Kane. Et je pense peut-être que Chelsea a certains arguments, puisque peut-être qu'il pourrait mettre dans la balance un autre joueur, et ça pourrait aider dans le montage financier. Il n'y a pas non plus grand indicateur dans le passé de Kane, qu'il aurait des préférences. Tu sais, souvent, ces joueurs-là ont grandi fine de United notamment ou de Liverpool, mais il n'y a pas grand-chose qui nous indique au niveau de sa destination. Mais je crois que c'est fascinant de voir à quel point Tottenham est passé très proche de réussir son virage de club, de bons petits clubs à club d'envergure internationale. Beaucoup d'ingrédients ont été mis, mais il y a eu quelques sables dans le rouage et tu as l'impression qu'ils vont être dans une pente descendante, puisque Kane avait un rôle primordial, et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui seraient capables de efficacement remplacer Kane. Ça prendrait un groupe, et remplacer un groupe, c'est compliqué. Enfin, remplacer, c'est vraiment un gros défi. Mais Tottenham, doucement, mais sûrement, est en train de glisser de ce qu'on appelait le Big Six, mais on va peut-être toujours l'appeler le Big Six avec Leicester. Mais effectivement, c'est compliqué pour Daniel Levy de penser à l'après Kane aujourd'hui. Sid, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'allais te dire, les comparables, c'est pas Tottenham United, c'est pas Tottenham Chelsea. En ce moment, c'est Tottenham Leicester. Oui. Et je ne sais pas si c'est parce que Tottenham a glissé ou si il faut donner tout le crédit parce que Leicester vient quand même de gagner la FA Cup, ils ont gagné la Premier League il y a quelques années, chose que Tottenham n'a jamais fait. Il faut donner beaucoup de crédit à Leicester, mais il ne devrait pas y avoir photo entre la perception qu'on a de ces deux clubs-là. Et pourtant, sur le terrain, tu gagerais sur qui? Non, tout à fait. Je pense qu'il faut. Et j'en avais parlé à quelques épisodes. Je pense au moment de la qualification de Leicester en finale de coupe, que c'était important ce trophée pour valider le bon travail qu'il fait par Leicester depuis 2016. Et c'est vrai que avoir les images aussi avec le fils du propriétaire récemment décédé, de devoir célébrer avec tous les fans, c'était une très 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 belle image, très très forte de sens. Je pense que quand les fans historiques de Leicester, on s'en fiche à partir du Big Six, qui sont en fait les 6 plus gros budgets d'Angleterre, mais je crois que c'est une manière aussi de montrer que cette équipe-là est maintenant un acteur qui compte dans le paysage, malgré leur aversion pour la Ligue des Champions, puisque chaque année, ils trouvent un moyen de s'y sortir en fin de saison. Bon, revenons à notre segment à domicile, qui est généralement celui avec lequel on commence l'émission. Jean, allons-y avec les leçons à tirer de cette défaite crève-cœur. On ne peut pas dire dans la dernière minute, là, c'est dans les 7, 12 peut-être dernières secondes à Atlanta. Dans un stade, petite parenthèse, où il y avait 40 000 personnes, en veux-tu des mondes parallèles en v'là? On rappelle qu'on n'est pas de retour à Montréal et que le CF Montréal, à la maison à Miami, joue à huis clos. Donc, un contexte qui n'était pas facile, mais surtout une fin de match crève-cœur. Est-ce que tu vois, Jean, dans cette rencontre-là, puis surtout la manière avec laquelle ça s'est conclu, des leçons que tu peux tirer? C'est sûr qu'il y en a, mais que tu peux tirer et appliquer tout de suite au match en fin de semaine face à Cincinnati? Je crois qu'il y a au départ un élément qui est fondamental, qui est sous-jacent depuis la saison dernière.
on va y revenir si la discussion arrive un peu plus loin dessus. Un problème qu'on a vu se produire trop souvent l'an dernier et qui a été tellement mis en évidence là sur ce but encaissé, c'est une question de transition défensive. Tu perds le ballon en attaque, qu'est-ce que c'est ta transition défensive? C'est la période entre le moment où tu perds le ballon et où tu es en place défensivement. Tu regardes la séquence qui se passe là, tu as une relance du gardien qui, à elle seule, élimine 3 joueurs, les 3 joueurs qui étaient partis sur l'attaque. En 2 séquences, passe, pivot d'un joueur, mouvement vers l'avant, tu as quasiment passé la 2e ligne, et là, tu arrives dans une situation quasiment de surnombre, en tout cas de déséquilibre. Donc, il n'y a pas de transition puisqu'il n'y a pas de mise en place défensive. Donc là, forcément, d'un seul coup, d'une action qui part du gardien de but, d'une action qui part à un moment où Montréal a le ballon, tu te retrouves avec une équipe qui, sur la dernière seconde de jeu, est en avantage offensif. Ça ne devrait pas arriver. Donc ça, c'est un problème de transition qui est fondamental, qu'on a vu l'année dernière, et qui, d'ailleurs, en passant, ça c'était vraiment sous-jacent, et à la base, je pense, d'un certain nombre d'erreurs qui ont été commises à des moments importants l'année dernière, des erreurs dans le jeu. On a beaucoup critiqué certains joueurs pour certaines erreurs. Ça vient en partie d'un problème comme ça. Donc, je pense que ça, c'est un fondamental sur lequel il va falloir vraiment s'atteler. D'autant que le jeu de Montréal, qui est vraiment de partir vite vers l'avant, se prête à ça dans la mesure où il y a forcément des espaces qui vont se créer et que les lignes de jeu risquent d'être éliminées très rapidement. Donc, je crois qu'il y a un problème de cohésion, et tu regardes d'ailleurs sur cette dernière action, entre le joueur le plus avancé et le dernier défenseur, il y a 70 mètres, et ça ne devrait jamais arriver. Ça devrait jamais arriver. Donc là, il y a vraiment une cohésion à ramener et à améliorer encore à ce niveau-là. Ouais. Dans la bonne nouvelle, je te dirais, c'est que cette année, jusqu'à ce moment-là, il y en a eu des séquences où la transition n'a pas été parfaite, mais il y en a eu très peu où on sentait l'équipe à la rue complètement désarticulée et aussi étendue, comme tu viens de le dire, sur le terrain. Parce que les 70 mètres, tu as tout à fait raison. Puis si on pouvait le calculer, là, on serait peut-être à 75, 80 s'il y en a un qui a traîné devant. C'est clairement une des choses sur lesquelles on va devoir travailler. Ceci dit, les 2 prochains matchs, Sid, tu joues contre le FC Cincinnati, qui est la pire équipe de l'Est en ce moment, qui a encaissé 13 buts en 4 matchs. Je comprends là, que le CF Montréal a été blanchi quelquefois au cours des 10 derniers jours. Ça reste une équipe qui a montré être capable de créer des chances dans certains matchs, de les conclure aussi. Après, ça va être un match contre le Fire de Chicago, qui n'est pas une grosse cylindrée. À quelque part, c'est la première fois, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est la première fois où moi, je perçois cette équipe-là comme étant pas négligée, comme étant clairement celle qu'on favorise pour gagner le match. Quel genre de pression ça met sur les épaules de Wilfried Nancy et son équipe? Écoute, ça n'a pas l'air d'une équipe qui justement se sent très impressionnée par ce qui se dit ou par les statuts. Je crois qu'il y a un très bon travail de Wilfried Nancy, sans pour autant tomber dans les excès peut-être que je reprochais un petit peu aux éditions de Patrice Bernier, où il y a une forme de victimisation à outrance qui les nuisait, puisqu'il jouait dans l'idée que l'arbitre était contre eux, que la Ligue était contre eux, et qu'après, il faisait des actions qui étaient contre finalement le jeu. Mais là, on est dans une équipe qui est très consciente de ses forces, quoi qu'on puisse en dire, et que je crois qu'ils savent qu'ils sont supérieurs à Cincinnati. Donc, tu parlais des 4 buts, il y a quand même 2 buts qui ont été mis au dernier match. Donc, c'est une équipe qui, en 4 matchs, vraiment est à la ramasse offensivement, qui n'arrive pas à se trouver. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire du côté de Stam, mais je crois que sincèrement, Montréal, comme dit Jean, doit apprendre. Je pense que c'est un problème un peu plus profond, parce qu'on l'a vu ça contre New England en série. On l'a vu aussi un petit peu contre Nashville. Une fois qu'il y a une équipe qui arrive à confisquer le ballon, Montréal a tendance à flancher. Contre Nashville, ça finit juste 2-2, mais ça aurait pu finir 3-2 aussi. Et il faudra prendre les ressources psychologiques pour résister à ce type de configuration. Mais bon, bonne nouvelle, hein, ça arrive pas très souvent en MLS, et là ils ont peut-être la pression de faire le résultat, mais je crois qu'ils ont démontré qu'ils ont toujours eu des occasions assez nettes. On pense à la tête
raté de Björn Johnson contre Atlanta. Je veux dire, tu as un attaquant de 6 pieds 5, tu t'attends quand même à ce que genre, comme ça touche son crâne et non son épaule sur un ballon genre, comme parfaitement donné, et puis ça changerait toute l'allure du match. Donc je crois qu'à chaque match, il y a des occasions qu'ils ont, et je crois que c'est bien aussi pour la mutation en cours de cette équipe d'arriver comme favori. Et puis après, justement, d'arriver à livrer la marchandise. Ça changera complètement. Ils sont 5 équipes en 8 points en ce moment. Et Montréal a une occasion quasiment unique d'en prendre 6 et de finalement peut-être ne plus regarder en arrière, car avec un momentum, on l'a vu, je pense, en Ligue 1 par exemple avec Lens, on le voit avec Leicester, on le voit avec d'autres équipes qui, une fois qu'ils ont une forme de ce momentum-là, ils arrivent finalement à toujours rester, peut-être pas compétitionner pour le Supporter Shield, c'est pas ça que je dis, mais toujours rester dans la conversation, et notamment justement dans les 7 premières places qui sont le plus importants en MLS. Oui, il faut rappeler que ces 2 victoires-là viendraient juste avant la fameuse trêve de près de 4 semaines qu'on attend depuis longtemps. Du 29 mai au 23 juin, il n'y a aucun match du côté du CF Montréal. Ça pourrait aussi, là, on attend les développements, surtout du côté du gouvernement fédéral avec la frontière, les quarantaines. Ça pourrait vouloir dire à partir du 23 juin un retour du CF Montréal à la maison devant des supporters, on présume aussi, parce que là, on parle de 2500 personnes. Bref, ça annoncerait vraiment une suite, un été franchement intéressant. Tu as parlé de ressources mentales tantôt, Sid. Mettons que tu es un supporter du Crew de Columbus depuis 3-4 ans. Tu en as besoin d'une dose qui a l'air de quoi? Ouf, non, mais ce sont des émotions de montagnes russes du côté de Columbus, un club qui est passé très proche du déménagement, qui finalement est resté avec les nouveaux propriétaires, qui remporte la MS Cup, je dirais même au nez et à la barbe de Monsieur Garber, et qui décide par la suite d'aller plus loin dans son rebranding, dont on en a discuté un petit peu la semaine passée. Et puis c'est finalement coup de théâtre lundi, communiqué des 2 familles propriétaires indiquant qu'ils ont eu une discussion avec les supporters et qu'ils reviennent sur certains aspects du rebranding. C'est pas le logo est là pour rester, sauf que la mention de Crew qui était quand même peut-être le point le plus litigieux avec les supporters fait son retour. Donc fascinant cette gestion de dossier, c'est toujours cette voilà, c'est ce décalage qu'il peut avoir entre certaines visions peut-être commerciales, marketing, d'affaires, tout simplement, sans connotation négative, sans vraiment aucune connotation négative à ces mots, et un attachement émotionnel, historique, du point de vue des communautés qui sont représentées par ces équipes. Donc c'est très fascinant ce qui se passe. Est-ce que c'est la fin du chapitre? Je ne le sais même pas, parce que voilà, tout peut encore arriver. Et parfois aussi, bon, quand on tend la main, parfois il y en a qui prennent le bras et l'épaule. Donc je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais c'est fascinant de voir ce volte-face du côté du Columbus Crew. Ouais. Oui, c'est ça, il va falloir s'habituer. Crew, pas Crew, Columbus, pas Columbus, SC, il n'y en a plus de SC, puis le 96 est revenu sur le logo. Si vous n'avez pas suivi, allez faire un tour sur Twitter, vous allez voir, c'est fascinant, comme ça l'est très souvent. Allez faire un tour sur Twitter. De toute façon, ça va revenir, j'ai l'impression, parce qu'il y a ça va revenir au cours des prochaines minutes. Il y a plusieurs questions qui nous ont été posées à ce sujet-là. Vous comprendrez qu'il y a un parallèle qui a été fait par plusieurs personnes entre les décisions. Je ne veux pas parler de 180 degrés, mais on n'est pas loin du demi-tour du côté de Columbus et ce qui a été fait du côté du CF Montréal. Ça va attendre un peu parce qu'avant, Jean, je veux t'entendre sur M. Howard Webb, responsable des arbitres aux États-Unis, responsable des arbitres en MLS, qui était arrivé à l'époque pour l'introduction, entre autres, du VAR. Là, Howard, il y a des propos intéressants sur ce qui doit venir par la suite et aussi ce qui a été mieux fait. Et là, j'ai vraiment hâte de t'entendre. Ce qui a été mieux fait en MLS, ce qu'on a peut-être mieux compris ici en Amérique du Nord avec l'utilisation de la technologie par rapport à ce qui se fait ailleurs sur la planète. Oui, c'est un entretien intéressant. Et puis, tu lis, et puis tu dis, OK, ça a du sens, tu comprends la mise en place, tu comprends la logique derrière ça. En gros, ce qu'il dit, c'est que lui, son travail, c'était d'arriver à, d'abord, premièrement, arriver à ce que tout le monde, au niveau déjà des arbitres, comprenne l'utilisation technique et philosophique, je dirais, de la vidéo.
Et donc, faut définir clairement le concept de erreur claire et évidente, qui est la base de l'utilisation d'un VAR. Mhm. Et dans le contexte de la MLS, qui s'est présenté tout de suite comme ligue pilote, hein, pour vraiment tester. Et ça fait partie du projet Garber, disons, que la MLS soit un petit peu à l'avant-garde de certaines choses. Et d'ailleurs, la MLS est dans un certain nombre de projets vis-à-vis de la VAR, en avance de pas mal d'autres ligues. Il fait la comparaison avec ce qui se passe actuellement dans plusieurs ligues, en Europe en particulier, et surtout en Angleterre, parce que c'est là qu'il y a le plus de bruit autour des problèmes que connaît la VAR. Elle dit, regarde, pour l'instant, on n'a pas vraiment ce genre. On a vécu ce genre de problème en MLS. La première saison a été dure, mais à l'utilisation, on est en train de vraiment rendre les choses beaucoup plus simples. La première chose, c'est dans l'analyse, c'est qu'il dit, regarde, toutes les décisions VAR dans ces 5 ans ou dans ces 4 ans et quelques, toutes les décisions prennent de moins en moins de temps. Déjà, on est arrivé à une réduction notable du temps pris pour chaque décision. On est arrivé aussi à moins de cas et moins de décisions nécessitant forcément la VAR, donc responsabilisation quand même aussi des arbitres. Ça, ce sont des choses de base, parce qu'on a vécu certains tournois récemment où tout et n'importe quoi passait à la VAR, et ça, c'est clairement pas le but de cet assistant vidéo. Il n'est pas là pour ça. Donc, il est en train un petit peu de nous dire, regarde, ce qu'on est en train de faire là, ça doit être un pilote et assez fier de son truc. Il dit, regarde, ça devrait même être un exemple. Par exemple, l'arbitre, dans toutes les décisions VAR en MLS, c'est l'arbitre qui va, dans toutes, va aller voir son moniteur, son écran de contrôle au bord du terrain, et la décision lui appartient finalement. Ce n'est pas simplement pour des décisions subjectives qui seraient un carton rouge, une expulsion ou un penalty, mais aussi objectives, c'est-à-dire les questions de territorialité sur hors-jeu, ballon sorti, etc. Donc là, il y a une uniformité. L'arbitre va vérifier continuellement, régulièrement, son écran, et va prendre la décision. L'étape suivante, il dit, c'est quelque chose qui a été entrevu lors du tournoi l'année dernière à MLS is Back, c'est l'audio. Il est essentiel qu'il faille penser rapidement à un audio et que tout le monde puisse, au niveau de la compréhension, la logique et de l'uniformisation des décisions, que tout le monde puisse suivre le processus de décision qu'il y a autour de la VAR. Ça, c'est fondamental parce que sinon, on ne peut pas comprendre. C'est la même chose que les signaux que les arbitres ont pour expliquer telle phase de jeu ou tel faux coup franc, penalty, etc. Il y a des signaux qui, normalement, doivent être compris du public. Il faut qu'il y ait une façon que ce soit extrêmement clair et transparent, complètement transparent, parce que ça, c'est fondamental. L'autre problème qu'on voit actuellement et un peu partout avec la VAR, c'est dans le hors-jeu. Le hors-jeu, la MLS n'a pas, et ça aussi c'était important de le dire, n'a pas le système Hawkeye, et le système, tu sais, avec les lignes. Pourquoi ? Parce que la configuration des 27 stades de MLS n'est pas la même, et il est impossible d'avoir la même configuration dans tous les stades. Donc, on reste actuellement avec la décision prise par les assistants, mais avec une plus grande concertation, je dirais, entre tout le monde. Ça aussi, c'est important parce que ça va nous amener à un autre projet pilote de la MLS qui est la décision semi-automatique du hors-jeu, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui va être capable de juger très exactement le moment de départ du ballon, la position au millimètre près de l'attaquant, et donc enlever ce problème d'angle et de perspective des assistants et enlever ce problème des doubles lignes qu'on voit parfois, en particulier un peu en Premier League, qui elles-mêmes ne sont pas totalement convaincantes, qui n'offrent pas, contrairement à ce qu'on peut dire, qui n'offrent pas une assurance à 100%. Donc l'arbitrage en tout cas la décision semi-automatique du hors-jeu, la FIFA veut le mettre en place pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Je pense que la MLS est vraiment là pour être un pilote
pour la saison prochaine. Le projet, là, est pas mal à l'étude. Ouais, L'autre problème, clairement, c'est parce que c'est sous-jacent à tout ce qu'il dit, c'est la règle. La règle, tant qu'elle ne va pas être plus claire et mieux définie, ben, il va toujours y avoir ce flou. Et la VAR n'existe que parce qu'il y a une règle. Or, actuellement, d'abord, la main. Il n'y a pas de règle sur la main. Il y a des règles sur le coup franc direct, le coup franc direct. Il n'y a pas eu de règle sur la main. Donc, tout ça, c'est une question d'appréciation et des sous-paragraphes qu'il y a dans les règles sur le coup franc direct et le coup franc indirect. Ça reste un petit peu bizarre. Le hors-jeu reste un problème d'appréciation et je dirais, de chipotage par moment de petites bêtes, parce qu'il y a clairement des situations où, même avec la VAR, le même position est signalée en jeu, d'autres fois non. Donc là, il faut clairement arriver à ça. Et une des personnes qui est derrière ce projet-là, c'est Arsène Wenger, auprès de la FIFA. Et je pense que son idée de vouloir un hors-jeu clair et net, c'est-à-dire tu n'es hors-jeu que si tu es entièrement au-delà du défenseur, je pense que ça a complètement du sens. Donc voilà, on en est un petit peu là. Et c'est à suivre parce que, comme il le dit, et c'est vraiment bien comme développement et comme explication, la MLS est vraiment, se veut vraiment au fait et en avant-garde par rapport à beaucoup de ligues dans ce domaine-là. Décision semi-automatique, intelligence artificielle, Sid, tu sais ce que Jean vient de nous annoncer aujourd'hui, là? C'est que Elon Musk devient partenaire de Don Garber, puis ils vont travailler ensemble, puis check bien ça, Tesla ou je sais pas trop quoi, qui va, peut-être que Jeff Bezos va rentrer là-dedans, il veut pas s'en aller sur la Lune, lui, Jeff Bezos, avec ses affaires, bref, à suivre. C'est une parenthèse un peu loufoque, mais à quelque part, c'est ce qui va arriver, ça va probablement être brandé, ces décisions-là, tôt ou tard. On embraye avec les sujets chauds, les gars, si vous le permettez. Il y a Normand Ouellet, Sid, qui nous demande comment voyez-vous, parce que Jean en a glissé un mot tout à l'heure, comment voyez-vous la dynamique Mbappé-Benzema en équipe de France? Est-ce qu'il ne risque pas de se marcher sur les pieds ayant un peu le même espace de jeu préféré? Non, vraiment pas. Je pense pas que la question, malheureusement, je pense pas qu'elle soit vraiment là. Normand, c'est plutôt savoir si ce sera un milieu à 3 ou s'il y aura un ailier qui va être ajouté à ce trio-là. C'est vraiment la grande question que Didier Deschamps voudra répondre au niveau de l'équilibre. Mais pour les profils de joueurs et leur intelligence dans le déplacement, je pense pas du tout que ça posera problème. Ils ont quand même l'habitude de jouer parfois à 3, de jouer avec ou sans pointe, d'être les faux neufs et d'être capable justement de s'aligner, les aligner les uns en fonction des autres. Donc je pense pas du tout que ce soit un défi. Mais pour l'animation et offensive et défensive, le milieu à 3 asymétrique avec un Rabiot dans le rôle à la Matuidi ou d'aller avec un Kingsley Coman ou Dembélé pour être le quatrième ailier, c'est la grande question que va devoir répondre Didier Deschamps. Un peu dans la même foulée, Jean, il y a Alex qui nous demande, avec l'ajout de Benzema, tu parlais tout à l'heure du groupe dans lequel l'équipe de France se retrouve pour l'Euro cet été. Alex nous demande, est-ce que la France devient immédiatement favorite de son groupe et même peut-être favorite pour remporter l'Euro? Immédiatement, je pense qu'elle l'était avant. Il n'y a pas de problème. Tu es champion du monde et tu arrives avec quand même sensiblement pas les mêmes personnes, parce qu'il y a eu beaucoup de renouvellement, mais un renouvellement sur des joueurs qui étaient, je dirais, pas mal satellites, on va dire, en 2018. Donc le noyau, il reste le même, et on va revenir un peu sur ce que dit Sid. Effectivement, il y a une question d'organisation d'organisation de système, parce que tu sais que tu sais que tu as Kanté, tu sais que tu as Pogba, par exemple. Donc il va y avoir déjà des bases qui sont nettes. Sinon, pour ce qui est de l'Euro, la France était déjà dans les favoris, avec un gros point d'interrogation qui est ce premier tour, parce que, même si c'est un Euro à 24 et que même le troisième peut éventuellement se qualifier, pardon, il n'y avait rien de garanti, surtout, à mon avis, le Portugal est probablement, tu me donnes 2 favoris, je te dis France-Portugal. Donc, c'est net que le premier tour, il est dur. Ouais, il est certain qu'avec la dynamique que ça peut créer, et si il y a effectivement un clic offensif qui se fait, et je pense que les deux peuvent jouer, mais plus que jamais parfaitement ensemble, je pense que c'est même un énorme bonus. Je pense que la France est
doit être considéré comme le favori ou encore une fois l'un des deux favoris. Mention spéciale à Frank Casimiro pour sa manière de poser la question, parce que c'est un sujet délicat. Tu vas comprendre, Sid, que je vais garrocher ça dans ta cour puis voir comment tu vas te débrouiller avec ça. Non, mais pour vrai, Frank Casimiro nous demande, est-ce que Kevin Gilmore devrait prendre des notes sur ce que le crew a fait concernant leur rebranding? On n'est pas en train de dire est-ce qu'on devrait faire exactement la même chose, mais est-ce qu'il y a des enseignements quand même? C'est sûr que oui. En fait, je voudrais savoir, selon toi, c'est lesquels que le CF Montréal pourrait retirer de l'opération, d'abord de rebrand, puis ensuite les grosses modifications qui ont été faites à Columbus. Est-ce qu'il devrait prendre des notes? Ça dépend de lui, qu'est-ce qu'il en pense. Lorsque je regarde les différentes réponses qui ont été données par des représentants de vente à des abonnés de saison qui ont mentionné le rebranding de Columbus, il y a des notes qui viennent vraiment d'en haut, indiquant que ce sont deux marchés différents, deux réalités différentes, que eux, ils assument complètement les changements qu'ils ont faits pour refléter leur vision qu'ils ont du club, et t'as pas l'impression qu'on a deux organisations qui sont dans les mêmes états d'esprit, si je puis dire. Maintenant, ce que j'apprécie peut-être dans la démarche de Columbus, c'est le fait d'avoir discuté et rencontré des groupes de supporters. Je pense que ça, c'est toujours quelque chose qui est très important. Un club représente quelque chose. Donc, après, le fruit de ces discussions-là, est-ce que ça mène à changer un nom, mettre la date de naissance du club, changer des couleurs? Ça, je ne sais pas, et je pense que ce sera à eux de le déterminer. Mais je crois qu'on est dans des situations qui sont différentes, malgré tous les parallèles évidents. En tout cas, on est dans des postures qui sont très différentes. Je pense qu'il faut aussi qu'on mette de contexte. C'est arrivé lundi, et en quelques jours, on a eu un volte-face complet. Là, on discute d'une action qui a été posée à la mi-janvier. 14 janvier. Exactement. Donc, on est dans des contextes différents, on est dans des postures différentes. Maintenant, comme je pense qu'effectivement, je le regrette depuis le début, c'est l'absence de concertation officielle, publique, qui permettent peut-être de trouver des ponts, des passerelles entre les parties prenantes. Moi, je ne partage pas le point de vue sur lequel on aurait dû consulter les supporters, mais à partir du moment, s'il y a une chose qui a été mise en évidence parce qu'il s'est passé ailleurs, en l'occurrence à Columbus, ce qui se passe ici, c'est qu'à partir de là, ça doit être ton point de départ pour rebâtir ta relation avec tes fans et la rebâtir sur des bases différentes. Et c'est là où moi, j'étais vraiment excité par l'annonce. Puis c'est d'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu des échos à ce niveau-là. Moi, je pose la question là, depuis le début de la semaine. Je n'ai pas vraiment de nouvelles. La personne qui devait être engagée par le club pour faire le lien entre l'organisation et les groupes de supporters, moi, je voyais ça d'un œil extraordinaire, surtout parce qu'on en a parlé, c'était je pense même au mois de janvier, là, c'était quelques semaines après le rebrand, et à ce moment-là, moi, je me disais, ça te permet de mettre la table, de retisser des liens, d'avoir des conversations tough maintenant pour que tu les aies pas dans les estrades avec des tifos des Ultras, des tifos du 1642, puis il va certainement y en avoir, puis c'est correct, ça leur prend la place pour s'exprimer. Mais est-ce que cette personne-là a été embauchée ou est-ce que ce dialogue-là qu'on voulait, et c'était vraiment l'intention du club, là, moi, selon ma compréhension, d'initier ce genre de conversation-là, de la faciliter parce qu'on allait embaucher quelqu'un dont la principale tâche était de renouer avec les fans. Est-ce que c'est arrivé? 2, si c'est pas arrivé encore, pourquoi? Parce que là, le retour au Stade Saputo, là, c'est presque demain matin. En tout cas, je m'enflamme peut-être un peu avec les déclarations de François Legault, mais c'est demain matin. Qu'est-ce que tu en penses, Sid? Ah oui, écoute, juste avant le rebranding, il y avait un responsable de partenariat et de projet communautaire. Je ne sais pas si cette personne-là a la responsabilité dont tu parles. Juste pour préciser, je veux juste préciser, moi, ma compréhension de la chose, c'était vraiment que quelqu'un allait être embauché pour faire ça. Puis c'est pour ça que je trouvais que c'était à ce point-là une bonne idée, quasiment révolutionnaire, parce que là, tu posais un geste concret pour tendre la main.
Non, alors à ma connaissance, non. Peut-être que c'est le cas, parce que c'est même cette personne-là qui a préparé le texte dont je vous parlais, qui a été envoyé à plusieurs détenteurs de billets de saison. Mais non, à ma connaissance, non. D'accord. On va passer maintenant à un aspect plus sportif pour le CF Montréal. Jean, tu voulais ajouter quelque chose tantôt? Juste, ouais, rapidement, c'est que là, ce qu'on voit quand même qui se passe, qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une affirmation de l'identité supporter et une volonté vraiment de réclamer, de vouloir s'installer et de dire on fait partie du débat. On voit que ça se passe aussi en Angleterre pour d'autres raisons et ou d'ailleurs, un peu partout en Europe d'ailleurs, en particulier à United, à Chelsea. Mais ce qu'on voit à Seattle, ce qu'on a pu voir à Portland, ce qu'on voit à Columbus, ce qu'on voit à Montréal, c'est une volonté vraiment du porteur de dire arrêtez de nous prendre pour des Les des 5 gens qui n'ont clients. plus, qui n'ont aucun, je dirais, qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas proactifs. On participe. On veut s'engager auprès du club. Donnez-nous les moyens de le faire. Écoutez-nous. Donnez-nous une façon de discuter, de converser, d'apporter notre élément de réflexion aussi. Parce que mine de rien, on est les 20 000 personnes qui sommes match après match au stade. Hein. Et on est là pour soutenir cette équipe. Donc, écoutez-nous. On ne veut pas dire on va décider de tout, mais écoutez-nous parce que qu'on dit des fois, c'est pas complètement bête. Oui, parce que le courriel dont tu parles, Sid, à quelque part, c'est on ne se reconnaît pas du tout dans la réalité de Columbus. Nous, c'est différent, donc on fonce droit devant. Foncer droit devant, c'est correct, mais tu peux écouter en même temps puis dire hey, tu sais quoi, eux autres, s'ils se sont sentis écoutés, ben on a peut-être un petit quelque chose de supplémentaire à faire. Yeah. Et en ce sens-là, j'en parlais à la radio hier, je me souviens plus qui a lancé l'idée, mais à partir du moment où... Parce que moi, le premier match au Stade Saputo, là, je l'attends avec beaucoup d'anticipation, mais je me demande comment ça va virer. Là. La première fois là, que tu as des supporters dans les estrades en nombre, c'est peut-être un avantage à quelque part d'avoir seulement 2500 personnes au départ, mais faire une ouverture soft, un soft opening comme un bar ou un restaurant, avec un party de visionnement le 29 mai, un match en après-midi où le CF Montréal est en action à Chicago. Il me semble, tu ouvres les portes là, gratuitement. Je ne sais pas, c'est difficile un peu de donner ces billets-là. Là. Je ne sais pas comment tu pourrais récompenser tes gens, mais quand même, tu pourrais le faire. Tu les fais rentrer gratuitement. Ça te crée un premier contact au Stade Saputo depuis ce rebrand-là, qui est détaché de tes premiers matchs que tu vas jouer à Montréal. Bref, j'oublie encore une fois qui a lancé cette idée-là, mais je pense que c'est génial. La partie gratuite, là, ça, c'est moi qui en mets une couche de plus parce que je pense qu'on verrait d'un mauvais œil qu'on charge pour aller voir le match à la télé au stade, mais les rentrer puis leur donner quelque chose, peut-être même en profiter pour avoir quelques conversations, être un peu corsé, j'en conviens, mais de ne pas les avoir quand ça va être un jour de match au stade. Je pense que ça, ce serait déjà un bon pas vers l'avant pris par le CF Montréal. On revient à l'aspect plus sportif, Jean. Patrick Baudouin nous demande à quel... Puis là, c'est super intéressant par rapport à vos commentaires de la semaine dernière quand je vous ai demandé si une opportunité se présente d'aller chercher un joueur offensif de premier plan, est-ce qu'on pourrait sacrifier Wanyama et son salaire? Les deux, vous étiez plus en mode attente. Donc, Jean, j'ai très hâte d'entendre ta réponse à cette question-là. À quelle position le CF Montréal a-t-il le plus besoin de renfort cette année? D'abord, est-ce qu'on a besoin de renfort à ce stade-ci? Je pense que c'est relatif. Pour l'instant, je pense pas. Je pense qu'on a pas mal de. On s'est tous mis d'accord que la période jusqu'à la fin mai va permettre d'avoir une idée. Donc, avec les 2 matchs supplémentaires à jouer, va donc nous donner une idée assez claire après 8 matchs de l'équipe, de sa marge de progression. On va arriver sur 1 mois quasiment d'arrêt et ensuite on va rentrer dans une possibilité éventuellement de renforcer. Donc, je pense qu'on reste pas mal dans un projet qui tient la route. Est-ce qu'il y a besoin de renforcer? Non. Est-ce qu'il y a des possibilités? Un milieu polyvalent, certainement. Renforcer un petit peu les possibilités sur les ailes, sur les flancs, parce qu'on voit qu'il y a quand même, par rapport aux 2 premiers matchs où tu étais allé avec Boguia et avec Kissa, ils offraient quelque chose et il y avait vraiment
c'était clair et on voyait qu'ils étaient capables d'aller loin, de continuer régulièrement dans leurs actions. Ce que j'ai pas trouvé depuis, Mhm. lorsqu'ils ne sont pas là. Donc peut-être étoffer. On a parlé de concurrence, et elle est là, elle est vraiment évidente. La renforcer peut-être même sur ces postes-là en sachant un petit peu où tu vas. Euh, Sinon, je pense qu'offensivement, il est trop tôt pour dire et on a besoin de quelqu'un d'autre. Ça, je pense que c'est clair. Je pense que tu as toujours clairement besoin d'étoffer au milieu de terrain, avoir des joueurs capables de répondre à plusieurs types de systèmes de jeu, donc capable de rentrer dans plusieurs types d'organisations. Je pense que défensivement, quand je parle de défensivement, c'est vraiment devant le gardien, tes trois défenseurs pour l'instant. Je pense que ça va, sachant que avec le retour de Binks, la concurrence encore là aussi va fonctionner et qu'il va y avoir. Je ne pense pas qu'il y ait de manque flagrant en tout cas. Donc c'est plutôt dans ces deux secteurs-là où il peut y avoir une évolution marginale. Je dirais, c'est pas forcément une amélioration, hein, mais une évolution ou en tout cas une densité, étoffer un petit peu le groupe là-dessus. Sid, si tu avais un poste à choisir, puis tu te dis, si on est capable d'augmenter le niveau de cette position-là, on a vraiment fait un bond vers l'avant. Ouais, ailier gauche. Parce que pour moi, c'est un trou. Je crois À pas ce point-là, que. un Ah trou oui, avec vraiment, vraiment Kiza, un trou. Lapalainen. Non, mais qui ça, justement, c'est un piston gauche, mais c'est pas un ailier gauche. Et Je comprends. dans la configuration où on a mis la Palainen à sa place au dernier match, on a vu que c'est pas une alternative crédible. On a besoin qu'il soit beaucoup plus haut ou qu'il soit beaucoup plus fort. Donc c'est pas, véritablement, j'ai l'impression que autant à droite, ce qu'a montré et ce qu'a montré Bourguerre déjà, mais surtout ce qu'a montré Chouanière, ce que pourra faire un Torres aussi, qui a du monde à droite, les droitiers, bon c'est ça, hein, mais à gauche, à gauche c'est très problématique. C'est très problématique. Kissa est très unidimensionnel, un excellent centreur, mais ça dépend de beaucoup de paramètres. C'est pas le joueur qui va pouvoir combiner avec Mihailovic. Ça fait aussi beaucoup sur les épaules de Mihailovic. On a vu Marc Dos Santos appliquer un plan anti-Mihailovic. On a vu Heinze aussi arriver à couper la relation entre Mihailovic et les attaquants. Kyoto aussi, dans ce rôle de créateur, c'est beaucoup lui demander, être le créateur, être aussi le finisseur, c'est fait beaucoup sur ses épaules. Pour moi, s'il y avait une position vraiment à renforcer, ou un profil, ce serait vraiment voilà, un très bon ailier gauche, puis on en voiture. Puis Mustapha Kiza, là, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais la feinte là, avec la roulette, là, à un moment donné, on peut-tu soit la travailler à l'entraînement ou juste arrêter de la faire? Oui, parce que c'est ça, C'est rigolo. Non, mais il est unidimensionnel, mais comme Laisse-le faire. Broguiard aussi est unidimensionnel. Mais c'est pas, dans leur bon jour, ça va, mais c'est pas non plus Robertson et Alexander-Arnold. Donc je pense que avoir l'animation offensive qui dépend de nos deux pistons, c'est très 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 ambitieux. Et si vous ne savez pas de quoi je parle avec la petite roulette puis la feinte, ben regardez le prochain match parce que Mustapha nous en réserve toujours minimum une à chaque rencontre. Tu penses qu'il va s'en aller sur le côté, tu penses qu'il va s'en aller vers l'intérieur, puis finalement, ben c'est plus ni l'un ni l'autre, puis c'est le ballon qui se ramasse dans les pieds de l'adversaire. Je viens de vous résumer ça. Il y a du potentiel dans cette feinte-là, c'est juste que ça ne marche pas, puis je pense qu'on a peut-être besoin d'un petit peu de rodage en région avant de s'en venir dans la grande ville. Et là, envoyez-moi pas des messages de gars de région. Je suis de Québec. C'était une blague juste pour imager. Envoyez-moi pas de tomates sur Twitter, s'il vous plaît. Le temps file. On a des impératifs techniques, Jean, donc on ne peut pas s'étendre longtemps sur cette question-là, mais je tenais à te la poser quand même un petit 30 secondes pour répondre à André Landry qui demande que pensez-vous de la saison de Leeds? Tiendront-ils le fort l'an prochain? Bien, bonne saison. Je suis un peu surpris parce que je m'attendais à ce qu'ils aient plus de problèmes. C'est vraiment bien ce qu'il fait. C'est vraiment bien ce qu'il fait. C'est solide. Ça va souvent d'un côté de l'autre. C'est vraiment une équipe où d'un seul coup, parmi ils allument, ils peuvent battre n'importe qui. Et d'autres fois, ça passe un peu au travers. C'est agréable à voir. Honnêtement, c'est toujours agréable à voir. Et je pense qu'ils sont bien partis pour rester là. Je pense pas que eux craignent le syndrome de la deuxième année.
c'est solide ce qu'ils ont fait, mais ils ne sont pas non plus arrivés 5e ou 6e. Ils sont en milieu de tableau, mais convaincants. Je pense que c'est vraiment là pour durer. Oui, ça va dépendre de ce qui se passe avec le coach, par contre, parce que rapidement, tu peux perdre le nord, surtout avec des organisations qui ont des personnalités aussi fortes à la barre. Mais si on garde la stabilité là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean. Puis c'est bien mérité pour un club qui aurait dû être de retour il y a longtemps en Premier League, Ouais. 16 ans sans participer Oui. à la Premier League du côté de Leeds, qui est de retour cette année, qui est au milieu de peloton en ce moment et qui sera là l'année prochaine aussi. Sid, sur la prochaine semaine, avant notre prochaine émission, tu vas surveiller quoi? Lille, je présume? Ça se fait-tu ou ça se fait pas, ça? Ouais, bon, c'est vrai que bon, Lille-Angers, c'est à la programmation, mais je vais quand même surveiller la bataille pour la 4e place en Première Ligue. Ce serait assez fou là pour Leicester. Tantôt j'en ai parlé rapidement, mais il y a un vrai risque de ne pas être 4e, sachant après la défaite contre Chelsea. Donc je vais sûrement surveiller ça. Mais, quoique en Liga aussi, hein, le championnat se joue en dernière journée. Donc non, c'est une belle fin de semaine. Dans le fond, notre constat, c'est appeler pas Sid en fin de semaine, puis essayer de trouver quelqu'un pour garder ses enfants parce que c'est pas lui qui va s'en occuper. Jean, toi, tu vas surveiller quoi? C'est clairement la dernière journée en Liga avec la course pour le titre entre l'Atlético et le Real. L'Atlético en tête depuis avant les fêtes, mais surtout en janvier, ils avaient 10 points d'avance. Et puis petit à petit, ça a commencé à leur passer entre les mains. À un moment, on a même cru qu'ils allaient exploser. Finalement, ils se raccrochent aux branches. On l'a encore vu la semaine dernière. Suarez. Et là, ils ont ce dernier match à gagner pour avoir un titre qui serait un titre encore plus fort même que le précédent, à mon avis. Les gars, toujours un plaisir. Merci beaucoup à vous. On a une petite pensée, Merci. évidemment, pour tes enfants, Sid. Oui, il sera avec moi. Oui, c'est ça. Parfait. Ben, je leur demanderai à eux, ça a été quoi leur constat sur ce week-end-là lors du prochain épisode. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous de nous avoir posé vos questions sur Twitter. Continuez de le faire avec le hashtag LDSF. Continuez également de partager le contenu rds.ca/balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.